Très bon vendredi, merci d'avoir choisi Fun Radio, bon temps de midi. On est presque à la fin de nos interviews politiques. Bonjour Carlo. Hello Thomas. Vous le savez, tous les jours depuis lundi, on reçoit les différents présidents ou représentants des grands partis francophones en vue des élections du 9 juin qui auront lieu donc dans un petit peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, c'est Souleymane El Mokadem que nous recevons. Bonjour. Bonjour. Vous représentez PTB, vous êtes deuxième à la région à Bruxelles, c'est ça? C'est bien ça. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Hâte de discuter avec vous et avec vos auditeurs. On rappelle rapidement que l'ordre de passage a été tiré au sort et là on a 1 heure pour parler du programme du PTB le plus simplement possible. Sans langue de bois, on va essayer. Je propose de commencer avec 1 minute pour vous présenter. Qui êtes-vous? Très belle question. Donc, en fait, moi, c'est Souleymane El Mokadem, comme vous l'avez dit. Donc, je suis deuxième sur la liste régionale PTB pour les élections bruxelloises. J'ai 26 ans, donc j'ai fait des études d'économie à l'ULB. Dans la vie de tous les jours, je suis attaché parlementaire pour le PTB au Parlement wallon. Donc oui, un Bruxellois qui travaille en Wallonie, parfois ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est notre vision We Are One, où on essaie vraiment de s'imprégner des différentes réalités, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, parce qu'on est un parti national. Pourquoi je me suis engagé en politique? C'est qu'en fait, quand j'étais adolescent, en fait, je me sentais pas représenté, je sentais pas la voix des jeunes, et notamment des jeunes des quartiers populaires représentés au sein des parlements. Et donc, je me suis dit, ok, il faut qu'on bouge et il faut rejoindre un collectif. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le PTB. Ah bah, est-ce que vous connaissez bien l'histoire du parti? Oui, assez bien. Voilà. Et donc, est-ce que c'est un parti qui veut faire la révolution? Mais en fait, quel type de révolution? Parce qu'on entend souvent nous dire oui, le PTB, c'est l'URSS, le PTB, c'est la Chine ou des trucs comme ça. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, on a notre vision de société qu'on appelle le socialisme 2.0, donc un changement de société. Donc oui, une forme de révolution avec le système actuel, mais c'est pas une révolution, on va prendre des armes... Une révolution, c'est un changement violent et rapide. Hein. Un changement... la définition du terme. Le système actuel est un système violent, ça c'est sûr. Quand on voit que le système actuel, par exemple, mais alors qu'on est dans un des pays les plus riches au monde, qu'on a des gens qui dorment dehors, qu'on a des étudiants qui sont obligés de taffer toute la journée pour pouvoir financer leurs études, qu'on a des gens qui sont obligés de travailler jusqu'à 67 ans, ça c'est violent. C'est le système dans lequel on vit aujourd'hui qui est violent. Et donc nous, on veut sortir de ce système-là, aller vers le socialisme 2.0. Est-ce que vous pourriez sortir de ce système violent par la violence? Non, on n'appelle pas... Le manuel de référence de Louis Martens qui date de 1996, donc ça commence un petit peu à dater, et lui se réfère vraiment à la révolution et à des modèles comme Karl Marx, ça c'est un petit peu normal j'imagine, mais Lénine, Staline, Mao... En fait, ce sont des références pour lui. Est-ce que ce sont des références encore aujourd'hui pour le PTB? Comme vous l'avez dit, ça date de 1996. Aujourd'hui, on est en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on a eu énormément de congrès depuis, le congrès de 2008, encore le congrès d'il y a 1 an. Et donc, vous pouvez voir toutes nos références et on ne se réfère à aucun moment à Staline ou à des trucs comme ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un socialisme 2.0. Notre vision du monde... Mais ça veut dire quoi 2.0? Donc justement, c'est un socialisme où on veut mettre les grands moyens de production comme le secteur de l'énergie, le secteur de transport, etc., le secteur de la tech, etc., aux mains du public, parce que c'est à nous donc le public, c'est à nous de devoir gérer la chose et arrêter de laisser ça aux mains du privé. On veut pas nationaliser l'ensemble de la société, on veut pas sortir les haches ou des armes, etc., pour faire la révolution. C'est en aucun cas ça. C'est juste qu'on veut que les gros secteurs de la société soient entre les mains du privé pour pouvoir avoir une décision, pour pouvoir prendre des décisions dessus. Aux mains du public, vous voulez dire. Aux mains du public, oui, bien sûr. Ok, parce que Pascal Deluit, le politologue, a dit en 2014, c'est déjà un peu plus récent, que votre idéal était l'instauration d'un État socialiste. Donc, quelque part, d'un État totalitaire. Je vois pas en quoi un État socialiste serait un État totalitaire. Dans son esprit, c'était ça que ça voulait dire. Oui, dans son esprit à lui, mais moi, en fait, je vois pas en quoi si le secteur énergétique est public, c'est un État totalitaire. En France, le secteur énergétique est public. Je pense pas, à part si je me trompe, à part si j'ai raté un passage de l'histoire, mais je ne pense pas que la France est un État totalitaire. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que certains secteurs de notre système économique soient aux mains du public, donc soient publics, pour justement qu'on puisse prendre les décisions. Par exemple, on a eu, il y a 1 ou 2 ans, on a eu un boom dans les factures d'énergie. Donc tout le monde a vu sa facture d'énergie augmenter de 100, 200, 300 euros. Et donc tout ça a pénalisé tout le monde, sauf Engie Electrabel qui est aux mains du privé, qui s'est fait la blinde de bénéfices. Et donc nous, ce qu'on dit, si Engie Electrabel était aux mains du public, on aurait pu plus facilement bloquer les prix, etc., pour pouvoir mieux soutenir les ménages. Et défendre cette idée-là, c'est pas totalitaire.
D'accord, mais vous êtes un parti communiste, vous vous revendiquez comme tel? En fait, c'est quoi communiste dans Vision C'est la Bruxelles? mise en commun des moyens de production. Si communiste, c'est la mise en moyen des moyens de production entre les mains du public et les grands secteurs, ça, ok, je veux bien le prendre, mais si c'est communiste, c'est Staline, l'URSS, un truc comme ça, non, on se revendique pas de l'URSS ou du stalinisme. Est-ce que dans l'histoire du monde, un tel système a déjà fonctionné? Justement, c'est pour ça que nous on appelle un socialisme 2.0, c'est que en fait, on veut recopier aucune expérience qui a eu lieu. On veut en recopier aucun. On veut prendre vraiment notre modèle à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on plaide pour le socialisme 2.0. Mais ce que vous plaidez n'est plus vraiment dans l'air du temps non plus. Il faut bien reconnaître que le monde devient de plus en plus à droite, surtout en Europe. Et comment est-ce que vous pouvez espérer imposer vos idées? Même si effectivement, au niveau des sondages, vous faites plus que bien, vous débrouillez aussi bien à Wallonie et surtout à Bruxelles. Et même en Flandre. Et même en Flandre, oui, c'est vrai. On est troisième. La Flandre n'est pas complètement à droite, mais pour imposer vos idées, ça va peut-être pas être évident. En fait, j'ai pas l'impression, parce que quand on voit tous les sondages d'opinion, on voit par exemple que taxer les riches, c'est une proposition qui intéresse les gens, qui est même une des priorités, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, mais aussi par exemple en France ou dans d'autres pays. Le fait de diminuer l'âge de la pension de 67 à 65 ans, c'est assez sexy, que ce soit en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Le transport en commun gratuit, c'est assez sexy partout dans les trois différentes régions. C'est donc toutes nos propositions sont assez les gens sont réceptifs à ces propositions, et donc j'ai pas l'impression que on plaide dans le désert et que personne ne nous soutient. Et donc nous on continue à se battre. Chaque jour on est sur le terrain, chaque jour on rencontre des milliers et des milliers de personnes à travers le pays qui sont enthousiastes avec nos propositions. Par contre, vous parlez de taxer les riches. Alors étrangement, ce serait à partir de 5 millions. Bien sûr. Alors que les écolos prévoient de le faire à partir de un seul petit million. Deux choses par rapport à ça. Première chose, donc PS et écolo nous expliquent qu'il faut taxer les riches à partir de 1,5 million. Vous savez, par 11 fois au sein du Parlement fédéral, on est venu avec un amendement budgétaire où on voulait taxer les riches à partir de 1,5 million. Et vous savez ce que PS et écolo a voté? Ils ont voté contre, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 11 fois ils ont voté contre taxer les riches à partir de 1,5 million. Donc c'est assez simple de venir nous dire oui, on est pour taxer les riches, mais au moment où il faut prendre le courage à deux mains et on vote contre, moi j'ai une difficulté par rapport à ça. Pourquoi on veut taxer les riches à partir de 5 millions d'euros? C'est qu'en fait nous on a toujours dit qu'on voulait taxer les 1% les plus riches de notre pays. Au moment où on a sorti cette revendication, donc il y a 20 ans, les 1% les plus riches, c'était ceux qui avaient 1,5 million d'euros de patrimoine. Aujourd'hui, les 1% les plus riches, c'est ceux qui ont un patrimoine de 5 millions d'euros. C'est pour ça qu'on a réajusté notre proposition. Ceci dit, avoir de bonnes idées, c'est une chose, mais il faut encore pouvoir les appliquer. Pour ça, il faut entrer dans un gouvernement, pour ça, il faut entrer dans une coalition, accepter de faire des compromis. Et ce qu'on a toujours reproché justement au PTB, c'est de ne pas accepter des compromis. C'est fort de café. Donc nous, on a un programme de plus de 1300 propositions. On n'a jamais dit que si on devait rentrer dans un gouvernement, on doit appliquer les 1300 propositions. Donc nous, on est vraiment chaud de monter dans un gouvernement. Je vais faire un petit secret. En fait, c'est pas un secret. Donc ça sera pas avec le MR, parce qu'on est on est à l'opposé l'un de l'autre et il n'y a rien qui nous rejoint. Ça sera pas ni avec les engagés, ni le CEDH, parce que les engagés, ni avec des filles, parce que eux-mêmes nous ont déjà dit jamais avec nous. Donc ce qui reste, c'est le PS écolo. Et donc nous, on est vraiment chaud. Ouais, côté francophone. Côté francophone, donc, oui. Donc ce sera... Et la NVA? La NVA, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression que leur modèle leur proposition colle avec celle du PTB. À un certain moment, quand on veut aller dans un gouvernement, c'est pour faire des choses ensemble, c'est pour avoir des choix, des choses ensemble, avec des partis avec qui on se ressemble un minimum. Mais la NVA qui veut faire travailler les gens de plus en plus longtemps, en fait, c'est pas notre vision de la société. La NVA qui veut bloquer les salaires, c'est pas notre vision de la société. La NVA qui compte le transport en commun gratuit en Flandre, c'est pas notre vision de société. À un certain moment, on va pas rentrer dans un gouvernement juste pour rentrer dans un gouvernement. Donc les gens attendent de nous qu'on fasse avancer les choses, qu'on change les choses, mais on va pas juste rentrer au gouvernement pour avoir un poste de ministre et dire oh cool, on a des ministres. Non, si on veut rentrer au gouvernement, c'est pour véritablement changer les choses. Et ça, comme je l'ai dit, on est vraiment chaud à le faire avec les forces de gauche. Donc en Flandre, mais les forces de gauche ne suffiront pas pour former une coalition. Justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'un PDB fort. Il y a encore les élections qui arrivent le 9 juin. Vous n'aurez pas la majorité absolue non plus. Bien sûr, mais donc ce que je disais, les forces de gauche
gauche. Donc à gauche, normalement, il n'y a pas que le PTB ou le PVDA. Il y a aussi le PS, Écolo, Voreut, Groen, etc. Donc on verra après les élections. Aujourd'hui, les élections n'ont pas encore eu lieu. On verra sera quoi le rapport de force de la gauche. Mais il y a plusieurs gouvernements en Belgique. Donc il y a le gouvernement fédéral, mais il y a aussi les gouvernements régionaux, par exemple en Wallonie et à Bruxelles, où on peut aussi faire des majorités à gauche. Et donc ça, on tend vraiment la main, que ce soit au Parti socialiste ou à Écolo. Mais en fait, on ne tend pas la main juste pour continuer à faire comme ce qu'on a fait sur les 30 dernières années. Nous, on veut vraiment changer les choses. On ne dit pas qu'on veut mettre en place nos 1300 propositions, mais on a nos lignes rouges et on veut faire le choix de la rupture. Si PS et Écolo sont prêts à faire ce choix de la rupture avec nous, ben on y va, on est chaud d'y aller tous ensemble dans les différents gouvernements. Et la ligne rouge, c'est quoi? La pension à 65 ans? Au niveau fédéral? Oui. Voilà. Donc au niveau fédéral, première ligne rouge, retour de la pension de 67 à 65 ans. Hier, je discutais encore avec une personne qui me disait ouais, mais je me vois pas travailler jusqu'à 67 ans. Moi, dès que j'arrive à 60 ans, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire des choses que j'ai pas pu faire de ma vie, voyager, rester avec mes petits enfants. Mais il y en a aussi qui ont leur dos, qui sont déjà capoutes ou ils sont physiquement très mal. Donc ouais, 67 ans. Donc on veut retour à 65 ans. Lever la loi de 96. Donc je sais pas si vous savez, mais il y a une loi en Belgique. Donc la loi de 96 qui empêche les salaires d'augmenter au-delà de l'indexation. Et donc nous on veut lever cette loi pour permettre aux travailleurs de négocier des véritables... L'indexation, c'est aussi une exception belge. Oui, c'est une exception. Européen. Et heureusement que l'indexation est présente, parce que si l'indexation n'était pas présente, ça aurait été la cata. Mais l'indexation ne prend pas en compte tout. Par exemple, le carburant n'est pas pris en compte dans le calcul de l'indexation. Donc déjà, l'indexation, c'est bien, il faut la maintenir, il faut se battre pour la maintenir, mais on veut aussi de véritables augmentations salariales, parce qu'aujourd'hui, l'indexation, quand ton salaire est indexé, c'est pas une augmentation du pouvoir d'achat, parce qu'en fait, juste ton salaire suit en partie l'inflation. En partie l'inflation. Et même sur la question du pouvoir d'achat, sur le dernier gouvernement Vivaldi, en fait, les travailleurs ont perdu 3 500 € de pouvoir d'achat, en grosse partie. Pourquoi? Parce que le carburant n'est pas repris dans le calcul de l'indexation. Le patrimoine des Belges a triplé en 25 ans. En fait, j'ai l'impression que c'est le patrimoine d'une minorité qui a triplé. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2000, il y avait 1 milliardaire en euros en Belgique. Aujourd'hui, 2024, donc 24 ans plus tard, on a 41 milliardaires en euros. Donc on voit que les plus riches se sont enrichis. Mais les travailleurs, la classe moyenne, etc., j'ai pas l'impression qu'elle s'est enrichie. En Belgique, on a une famille sur 5 qui est en risque de pauvreté. Donc, à Bruxelles, oui. Donc, à Bruxelles, une famille sur 5 est en risque de pauvreté. Donc, on voit que c'est une minorité qui devient plus riche. Et ça m'amène à notre troisième ligne rouge. C'est qu'en fait, on veut taxer les riches. Donc, c'est ce que je disais là tantôt. Une taxe de 2% sur ceux qui ont un patrimoine de 5 millions et une taxe de 3% sur ceux qui ont un patrimoine de 10 millions. Et cette justice fiscale est importante, que ce soit dans le patrimoine, mais aussi au sein des grandes entreprises. Ça rapporterait combien? Donc nous, on l'a calculé, ça rapporterait entre 8 et 10 milliards d'euros. Et encore une étude de la VUB qui est sortie, de l'université de Anvers qui est sortie hier, confirme. Alors que le bureau du plan prévoyait 5 milliards, ce serait le double en fait. Parce que le bureau du plan en fait a utilisé un modèle avec lequel on n'est pas d'accord, comme quoi si on met en place, c'est assez technique, mais comme quoi si on met en place notre taxe des millionnaires, 42% des capitaux partiraient, mais selon toutes les études. 42. Comment on se base pour dire 42% et pas 43 ou 41? C'est des études scientifiques qui ont été faites par donc le bureau du plan, alors que des économistes ont fait des études avec des modèles scientifiques, donc ça je pourrais pas vous l'expliquer, mais des modèles scientifiques qui expliquent qu'en fait si on met en place cette taxe des millionnaires, c'est pas 42% qui vont partir, mais 21% des capitaux qui partiraient. Donc la moitié. La moitié, c'est ça. Ok. Une chose qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est qu'est-ce qui explique l'exception francophone belge, je dis bien francophone, quoique non, effectivement, en Flandre aussi, le PTB a un certain succès, mais dans une Europe qui se droitise de plus en plus, vous arrivez encore, non seulement vous, à faire entendre votre voix, mais surtout l'extrême droite est plus ou moins absente de l'échiquier politique francophone en Belgique. Par rapport à l'extrême droite, l'un des points, je pense, qui fonctionne assez bien du côté francophone, c'est que, en fait, vous êtes une radio, donc vous pouvez pas inviter en direct l'extrême droite. Donc le cordon sanitaire, ça fonctionne assez bien, j'ai l'impression, et donc on se bat pour maintenir le cordon sanitaire. Et par rapport à notre exception que le PTB serait au niveau de l'Europe, ça je suis à moitié d'accord. Par exemple en France, il y a Mélenchon. Il y a la France insoumise qui aux dernières élections présidentielles a fait vraiment un très bon score. En Espagne, on a eu on a un gouvernement de gauche. Donc on voit que les forces de gauche, ou en tout cas de la gauche, sont assez bien présentes un peu en Europe. Mais donc nous en Belgique, ce qui fonctionne, c'est qu'en fait on parle aux gens comme aux gens. Donc on est tout le temps présent sur le terrain, pas que pendant les élections. On a nos groupes
dans nos sections d'entreprise, on a des sections communales. On continue à vivre comme les travailleurs, parce que donc tous nos élus gardent leur salaire, un salaire de travailleurs. Donc les gens se sentent représentés pour nous. Et nous, ce qu'on dit aux gens, c'est pas votez pour nous et on va changer le monde pour vous, mais votez pour nous et on sera toujours à vos côtés pour changer ensemble le monde et donner cette perspective aux gens et qu'on reste ferme sur nos principes. Ça fait que les gens on continue à avoir confiance en nous. Ok, j'aurais bien aimé qu'on parle maintenant du bilan de la législature, mais je ne sais pas si on va avoir vraiment le temps. Alors on marque une petite pause et on en parle juste après ça. Ouais. Bougez pas. Bon temps de midi, merci d'avoir choisi Fun Radio. On est toujours avec Souleymane El Mokadem qui représente le PTB. Voilà, et on va parler éventuellement du bilan de la législature qui s'achève. J'imagine qu'il est mauvais, dans votre esprit. En quoi est-ce qu'il serait mauvais et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement retenir de positif, malgré tout, de ce qui s'est passé, aussi bien au niveau fédéral que des régions et des communautés? Je vais commencer par le positif. Ça va aller vite. Bah écoutez, vous faites un jugement de valeur, non, je rigole. Donc au niveau de la région bruxelloise, parce que l'une des choses positives qui a été mise en place, c'est les tests antidiscrimination au logement. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à Bruxelles, notamment à Bruxelles, il y a énormément de discrimination, que ce soit au logement, à l'emploi. Si tu n'as pas la bonne couleur de peau, si tu n'as pas le bon nom, le bon prénom, ben, tu as plus de chances d'être discriminé. Et donc, ce que Bruxelles a mis en place, c'est les tests antidiscrimination proactifs. Donc on teste, on envoie différents profils et on voit s'il y a des discriminations ou pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Autre chose, le transport en commun à 12 € par an pour les moins de 25 et les plus de 65 ans à Bruxelles, c'est quelque chose on trouve assez positif. Donc c'est ce qu'on plaide. Donc on veut même généraliser ça à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est positif. La tentative au niveau fédéral d'aller taxer les surprofits du secteur énergétique, même si on n'est pas allé jusqu'au bout, en fait, on trouve ça assez positif. Donc ça, c'était le côté positif de la chose. Et maintenant... peut-être encore un truc, c'est le décret, la réforme du décret paysage. Oui, la réforme du décret. Oui. Ça, vous l'avez voté. On l'a voté. Et heureusement qu'il y avait le vote du PTB, parce que sinon, elle ne passait pas, cette... il paraît que... entendu que vous n'étiez pas indispensable. Si. Donc en commission, on était indispensable. Bon, c'est très technique. En commission, on était indispensable. Et au moment en séance plénière, on était aussi indispensable parce que le MR voulait bloquer la chose en envoyant le texte au Conseil d'État et donc il fallait absolument les voix du PTB pour bloquer et que ça ne passe pas au Conseil d'État. Les choses sont tellement simples en Belgique. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc je confirme bien que... Et en fait, ça, c'est assez marrant et je reviendrai dessus. Donc PS et Écolo, mais là surtout le PS nous dit oui, le PTB ne veut jamais prendre ses responsabilités, etc. Et au moment où on arrive à 3 PS, Écolo, PTB à faire quelque chose de bien, semi-bien ensemble. Semi-bien. Je reviendrai pourquoi. Donc on arrive à faire quelque chose vraiment de bien ensemble. On a le PS qui nous dit « Ah mais non, en fait non, le PTB, on n'a pas eu besoin de PTB, c'est grâce à PS Écolo ». Donc là on voit bien que le PS fait tout pour se démarquer de nous et montrer que le PTB ne prendrait pas ses responsabilités. Mais non, je confirme, on avait besoin... Vous êtes son principal rival aussi. Moi, mon principal rival, monsieur, c'est la droite. C'est le MR, c'est le mouvement des riches, c'est le parti... Mais les électeurs du MR, vous n'allez jamais les avoir. Hein. Oui, mais politiquement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit au début, il peut y avoir une hégémonie de droite, et nous, nous combattons l'hégémonie de droite. Mais si après, grâce à nous, le PS peut faire du copyleft et revenir vers la gauche, en fait, c'est bien pour le peuple de gauche. Mais donc, pour revenir à la question du décret paysage, nous, dès 2021, on n'a pas attendu les derniers mois juste avant les élections, mais dès 2021, on a été le seul parti à avoir voté contre le décret paysage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le décret paysage, en fait, ne prend pas en compte la principale raison pour laquelle les étudiants ont des parcours plus longs, qui est la précarité étudiante. Aujourd'hui, des étudiants, à côté de leurs études, doivent travailler, doivent se casser le dos, doivent faire des 18 heures semaine, alors que leur principal métier, c'est étudier. Et donc, nous, dès 2021, on a voté contre le décret paysage. Mais bon, l'ensemble des partis, dont PS et Colo, ont voté pour. Et donc, il y a eu toute une lutte étudiante. Il y a eu des pétitions avec 50 000 signataires, etc., qui demandaient, en fait, qu'on mette le décret paysage à la poubelle. Et donc, il y a eu toute une séquence avant les élections où la Fédération des étudiants francophones, la FEF, a envoyé une proposition de texte pour supprimer le décret paysage. Et là, on a eu PS et Colo nous disant oui, vu la pression, oui, on est contre le décret paysage, croyez-nous, on va le supprimer. Donc nous on se dit ah ouais ok, ils sont chauds, ils vont supprimer le décret paysage, on aura une belle majorité de gauche pour supprimer le décret paysage. Donc nous on prend
on prend juste le texte de la Fédération des étudiants francophones, on le dépose au Parlement, et quelques jours avant le vote, on voit quoi? On voit que PS Écolo commence à faire une demi-tour. Ils disent ah non, mais en fait on veut pas supprimer le décret paysage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un moratoire pour l'ensemble des étudiants. Donc pendant 1 an, tous les étudiants ne seront pas concernés par le décret paysage. Le jour du vote, PS Écolo viennent encore avec un autre texte. En fait, le moratoire ne concernera plus l'ensemble des étudiants, mais concernera une partie des étudiants. Et donc, nous, on a bien sûr voté ce moratoire-là, parce que c'est une première victoire obtenue, pas grâce à PS Écolo, mais obtenue grâce à la mobilisation des étudiants. Mais sur notre texte à nous qui demandait la fin du décret paysage, comme PS Écolo l'avait promis, PS Écolo ont voté contre. On ne va pas trop insister sur les décrets paysage parce que ça devient un petit peu longuet et technique, mais il y a un truc qui m'amuse, c'est que vous venez de dire il y a quelques minutes que votre principal adversaire c'était la droite, mais là vous vous en prenez essentiellement au PS et à Écolo. En fait, nous on veut gouverner, comme je l'ai dit là tantôt, si on gouverne ce sera avec PS Écolo. Et donc on doit se dire les choses en face avec PS Écolo. Donc nous, si on gouverne avec le PS Écolo qui continue avec la même politique des 20 dernières années, ça sera sans nous. Mais si PS Écolo veulent faire véritablement le choix de la rupture, veulent vraiment mettre en place une politique de gauche, voilà. Et donc ça, c'est notre devoir à nous d'expliquer à PS Écolo c'est quoi nos revendications et qu'il est grand temps de passer aux actes et d'arrêter de rester juste dans le blabla. Ok, alors vous avez donné les points positifs de la législature. On en vient au négatif, ça va être plus long. Vous avez vu, les points positifs, on a quand même fait beaucoup de temps sur... oui, parce que vous êtes bavard sur les paysages. Ouais. Donc sur les points négatifs, première chose, taxation des riches. Comme on l'a dit, dans le programme du Parti Socialiste et dans le programme d'Écolo, je vous rassure, ça ne se trouve pas dans le programme du maire, mais chez PS Écolo, on veut taxer les riches. Par 11 fois, on propose la taxation des riches. En fait, il n'y a pas eu de taxe des millionnaires en Belgique. 3 500 € de pouvoir d'achat en moins. Les investissements dans le secteur ferroviaire, oui. On a plus de 40 guichets qui ont été fermés sous cette législature, alors qu'on a un ministre écolo à la tête de la SNCB. Donc ça, c'est au niveau fédéral, c'est assez négatif, mais aussi par exemple des sanctions clairement contre l'État d'Israël. L'ensemble des partis de gauche expliquent qu'il faut des sanctions contre Israël contre les génocides qui a lieu aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il n'y a eu aucune sanction contre Israël et on continue comme si de rien n'était. Au niveau régional, on a plaidé pour la grille des loyers contraignante pour diminuer les loyers à Bruxelles, parce que se loger aujourd'hui à Bruxelles, c'est vraiment une dinguerie. Moi, j'ai des amis à moi qui, donc le mari est conducteur de train et l'épouse est enseignante, donc 2 salaires assez bon, même comme ça, ils n'ont pas réussi à trouver un logement, à se loger à Bruxelles dignement. Donc, ils ont été obligés de quitter Bruxelles. Donc, toute la question du logement, ça a été... À moins de 800 balles, on ne trouve plus rien à Bruxelles. En fait, en moyenne, pour un 2 chambres, on a 1200 €. Oui. 1200 €. Sincèrement, 1200 €. C'est un code, quoi. C'est un code. Oui, vous l'avez très bien dit. 1200 €, c'est quasi un salaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué de se loger. Comment on explique ça? Parce qu'en principe, c'est la loi de l'offre et de la demande qui permet de fixer les prix. En fait, comment on explique ça? C'est qu'aujourd'hui, en fait, à Bruxelles, je vais parler pour la région bruxelloise, à Bruxelles, on a énormément de terrains publics et on vend ces terrains publics aux grands promoteurs immobiliers. L'objectif d'un promoteur immobilier, c'est de faire du bénéfice, c'est de faire un maximum de profit. Donc aujourd'hui, ils construisent des logements de dingue, etc. et ils mettent le prix à un prix maximum. Et donc, vu que, en fait, si tu prends pas ce logement à tel prix, il a 20 personnes derrière qui peuvent le prendre. En fait, c'est lui c'est le promoteur immobilier qui met en place le prix qu'il veut. Et donc, nous, cette logique-là, on est contre. C'est pour ça qu'on veut que l'ensemble des terrains publics restent aux mains du public pour que nous-mêmes, on construise des logements et que nous-mêmes, on puisse décider des prix. Et de l'autre côté, pour le secteur privé, on met une grille des loyers contraignante. Aujourd'hui, il existe déjà une grille des loyers, mais qui n'est pas contraignante. Donc, grosso modo, moi qui suis, par exemple, locataire, grâce à cette grille des loyers non contraignante, en fait, ça me permet juste de savoir à quel niveau je me fais enfler. Tandis que si elle est contraignante, en fait, on oblige les gros promoteurs immobiliers à avoir un prix maximum, et s'ils ne le respectent pas, il y aura toute une série de sanctions. Ok, on va continuer dans le programme de votre parti. Donc, on pense à 65 ans, transport gratuit, le plus possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transport en commun gratuit, au niveau fédéral ou au niveau régional? Parce que, les deux.
Donc on a le refinancement de Bruxelles. Aujourd'hui, la région bruxelloise est en quasi faillite. On a plus de 1,1 milliard. On est désolé, je me suis. Donc on est quasi en faillite. Donc nous on veut doubler le financement de Bruxelles. Aujourd'hui, on est à 1,2 milliard d'euros. On veut le doubler à 2,4 milliards d'euros pour pouvoir financer l'ensemble de nos politiques. Et ça tombe bien. D'après ce que j'ai compris, c'est aussi ce que plaident PS et Écolo. Et donc il est temps de passer aux actes. Mais il y a un autre problème à Bruxelles, c'est qu'il y a une communauté néerlandophone dont il faut tenir compte, et des partis néerlandophones, avec une éventuelle majorité NVA Vlaams-Belang, qui pourrait bloquer les institutions. Ça vous fait peur? Bien sûr, ça fait peur, parce que dans le dernier sondage, ça fait peur. Dans le dernier sondage, on a vu que le Vlaams-Belang était assez haut, du côté bruxellois, et la première fois en tant que premier parti, si je dis pas de bêtises même, donc ça devient compliqué. Nous, on l'a toujours dit, le Vlaams-Belang, cordon sanitaire, on ne gouvernera jamais avec eux, mais de nouveau, c'est des sondages, faudra voir après les élections, mais ça démontre aussi que les gens en ont marre aujourd'hui de la manière dont la politique est faite au niveau fédéral, mais aussi au niveau bruxellois. Aujourd'hui, on en a marre, les Bruxellois, on en a marre parce qu'on nous pointe toujours des doigts. On en a marre avec toute la politique écologique punitive que ce gouvernement bruxellois a mis en place. Et malheureusement, certaines personnes se tournent vers l'extrême droite. Donc, à nous de leur expliquer qu'aujourd'hui, l'extrême droite, ce n'est pas la solution, qu'aujourd'hui, l'extrême droite est un parti du système. Quand il faut augmenter les salaires, l'extrême droite vote contre. Quand il faut diminuer l'âge de la pension, l'extrême droite vote contre. Quand il faut mettre fin aux privilèges, l'extrême droite vote contre. Et donc c'est à nous de montrer que l'extrême droite en fait n'est pas la solution, mais que justement c'est la cause des différents problèmes qui existent. Vous croyez qu'il y aura une nouvelle longue crise après les élections du 9 juin, où on mettra encore des centaines de jours pour former le gouvernement fédéral? Pour les régions, normalement ça devrait aller un peu plus vite, j'imagine. Si on suit les dernières élections, j'ai bien peur que oui, qu'on risque d'avoir un temps d'attente, on va dire, assez long. Mais nous, comme on l'a dit, on est prêt à être la solution, à aller au gouvernement, à partir du moment où on fait une rupture avec les politiques du passé. En Flandre, vous êtes à combien de pourcents dans les sondages? En fait, dans les sondages, le dernier sondage qui est sorti il y a une semaine ou 2 semaines nous pointait même 3e parti en Flandre, derrière le Vlaams-Belang et la NVA, à une histoire de 14%. 14%. Ça va beaucoup. Vous savez que la sœur d'Emmanuel Van Rompuy, notre ancien Premier ministre CDNV, est ou était au PTB. Ah, vous me l'apprenez. J'imagine, le poulet du dimanche, ça devait être rigolo chez eux. Alors, certains sondages affirment que les jeunes demandent, peut-être justement parce qu'ils en ont un petit peu marre du système actuel, aimeraient un pouvoir fort, pas forcément dictatorial bien sûr, mais en tout cas que le pouvoir soit concentré entre les mains d'un seul homme ou d'un seul parti. Vous êtes d'accord avec cette idée? Non, nous on a la question du système politique à parti unique. On n'est pas pour ça. Revenir à un système présidentiel comme en France où tous les pouvoirs sont aux mains d'un seul homme. On n'est pas pour ça. Mais au-delà de ça, en fait, la question du pouvoir est assez importante. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis attaché parlementaire, donc je travaille au sein des parlements. Et en 5 ans, donc non pas 5 ans, j'ai travaillé 4 ans au Parlement, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé des sièges à 18 000 euros, j'ai trouvé des sofas à 18 000 euros plus tôt, un tunnel au niveau du Parlement wallon qui a coûté 3 millions d'euros, mais je n'ai pas trouvé le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir ne se trouve pas aux mains des gouvernements ou au sein des parlements. Le véritable pouvoir aujourd'hui se trouve dans les cabinets ministériels qui sont directement en lien avec les grands groupes, que ce soit dans le secteur énergétique, etc. Donc c'est vrai que le lobby, voilà, exactement, c'est ça. Et donc c'est vrai que ça pose un véritable problème. Et la seconde chose aussi, là tantôt je parlais de manque de représentativité. Aujourd'hui, quand on voit la composition de nos parlements, en fait, heureusement qu'il y a le PTB, parce que sinon on n'aurait pas d'ouvriers. On voit très peu de jeunes comme députés, etc. Donc toute cette question de la représentativité pose problème. Et l'autre chose aussi, et j'en parlais là tantôt avec l'extrême droite, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde politique, on a une culture du privilège. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le salaire d'un ministre en Belgique, mais c'est entre 11 000 et 12 000 euros net. Un député, c'est 7 000 euros net. Ils vous diront toujours qu'on gagne beaucoup plus d'argent dans le secteur privé.
En tout cas, aujourd'hui, un député fait partie des 10%, 10% de la population salariée qui gagne le plus. Un ministre, c'est les 1% les plus riches. Et moi, moi, en fait, pourquoi je fais de la politique? Je fais pas de la politique pour m'enrichir. Je fais de la politique parce que je veux vraiment changer les choses, me battre avec les gens pour faire changer les choses. Et entre nous, donc nous, ce qu'on propose, c'est diviser par 2 le salaire des députés et des ministres. Un ministre, donc ça ferait quoi? Il passerait de 12 000 euros à 6 000 euros net par mois. À 6 000 euros net par mois, j'ai l'impression que tu gagnes plus que la majorité, même l'extrême majorité des Belges. Et t'es peut-être pas les plus à plaindre, mais c'est aussi une question démocratique. Aujourd'hui, quand tu es un ministre et que tu gagnes 11 000 euros net par mois, quand tu vois ta facture d'énergie augmenter de 100 euros, 200 euros, ça ne pose pas de problème. Tu ne sens pas l'urgence que si tu gagnais 1 500 ou 2 000 euros. Est-ce que les hommes politiques sont hors sol, comme on dit en France? J'ai l'impression qu'avec les salaires, on tend à ce qu'ils soient déconnectés. Ils ne connaissent pas le prix du pain. De la réalité, ils ne connaissent pas le prix. Monsieur Copé, en France, qui ne connaissait pas le prix du pain ou de la couque au chocolat ou un truc comme ça. Donc oui, non. On sent une certaine déconnexion, mais attention, je ne dis pas que les autres politiciens ne travaillent pas, ne font rien, glandent toute la journée, ils travaillent, mais c'est juste qu'avec des salaires hors sol, en fait, ils sont déconnectés de la réalité. Alors, je voulais savoir si le système démocratique actuel convenait au PTB. C'est-à-dire le multipartisme, les élections libres et démocratiques. Oui, bien sûr. Donc nous, on ne remet pas en aucun cas en cause les élections. Mais en fait, ce qu'on veut justement, c'est plus d'élections. Aujourd'hui, on appelle les gens à venir voter une fois tous les 5 ans pour l'Europe, les régions, le fédéral, et une fois tous les 6 ans pour les communes. Mais après, entre-temps, c'est comme s'il n'existe plus de politique, c'est comme s'il n'existe plus de démocratie. Donc nous, justement, on veut encore mettre des référendums d'initiative populaire, etc. Donc ça, on veut vraiment mettre en place. Donc c'est 1% de la population sur un certain sujet qui veut donner son avis. En fait, on peut mettre en place ce type de référendum. D'accord. Est-ce que le cordon sanitaire n'est pas une forme de déni de démocratie ? Là, c'est par rapport au Vlaams-Belang, évidemment. Mais quelque part aussi, vous en êtes victime, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de partis qui accepteraient de gouverner avec vous. Donc, vous êtes de facto rejeté. Mais en fait, le cordon sanitaire, pourquoi? Donc, je vais d'abord répondre sur la question du Vlaams-Belang, ensuite je reviendrai sur le PTB. Mais en fait, pourquoi on met un cordon sanitaire contre le Vlaams-Belang? C'est parce que en fait, le Vlaams-Belang a des idées racistes et des propos racistes. Et le racisme aujourd'hui, c'est un délit. C'est pas une opinion, c'est un délit. C'est pour ça qu'il y a un cordon sanitaire contre l'extrême droite. Nous, le PTB. Mais ils vous diront qu'ils sont pas racistes. Hein. Qu'en fait, le soir encore, le journal. Parce que le fait de considérer, par exemple, que l'immigration massive représente un problème n'est pas une constatation raciste. En fait, le journal Le Soir a fait toute une étude hier ou avant-hier, non, donc c'était avant-hier, a fait toute une étude sur le programme de l'extrême droite, parce qu'on avait Georges-Louis Boucher, président du MR, qui nous expliquait qu'en fait le Vlaams-Belang historiquement était raciste d'extrême droite, mais qu'aujourd'hui, en fait, il y a personne qui lui a prouvé que Vlaams-Belang serait d'extrême droite. Donc Le Soir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié le programme du Vlaams-Belang, et la conclusion, c'était quoi? C'était que le Vlaams-Belang avait bien un programme discriminatoire, raciste, etc. Par exemple, typiquement, ils veulent arrêter de financer le culte musulman. Mais les autres cultes, on continue à les financer, mais le culte musulman, on arrête de le financer. Donc c'est discriminatoire entre les différents cultes. Ils prônent la théorie du grand remplacement. Aujourd'hui, selon eux, la Belgique et la Flandre seraient attaquées par des minorités religieuses qui auraient un objectif la théorie de Samuel Huntington, c'est voilà, ça, c'est le grand remplacement. Qui est une théorie raciste. Donc on peut pas... Est-ce qu'elle est raciste? Aujourd'hui, Zemmour a été condamné en France parce qu'il a défendu cette théorie-là. Donc oui, c'est une théorie raciste, comme quoi il y aurait eu un complot des musulmans entre eux. Ils se sont réunis dans un bureau, on va attaquer la France, ensuite on migre vers la Belgique et la Flandre pour changer les mœurs. Non, c'est pas ça. Et donc c'est quelque chose de discriminatoire. Souleymane El Mokadem est avec nous du PTB jusqu'à 13h sur Fun Radio. On entame la dernière partie de l'interview de Souleymane El Mokadem. Vous représentez le PTB. Il nous reste environ un quart d'heure pour présenter votre programme. C'est parti. Oui, on va un petit peu parler international, parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion au génocide en cours à Gaza. Bon, c'est peut-être un mot un peu fort aussi, parce que je ne pense pas que le but des Israéliens soit de supprimer l'ensemble de la population palestinienne non plus. On joue un petit peu avec les mots, mais est-ce que vous considérez, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la sympathie pour le gouvernement Netanyahou, je pense, en Belgique, mais est-ce que selon vous, le Hamas est une organisation terroriste?
Mais donc, je vais juste revenir par rapport au génocide. Ouais. En fait, le génocide, c'est pas le PTB qui en parle. C'est la Cour pénale, la Cour de justice internationale qui nous explique qu'il y a un risque de génocide. Et le procureur... Ça veut dire quoi, un risque de génocide? En fait, que si on ne fait rien, que si on ne sanctionne pas Israël, si on ne met rien en place pour arrêter ce qui se passe aujourd'hui là-bas, en fait, on aurait Et comment on va faire pour arrêter ça? Nous, ce qu'on propose, simple, on met des sanctions claires contre Israël. Quand la Russie... on a des sanctions contre la Russie depuis février 2022. Et ça n'a rien changé. Mais là, par exemple, Israël, on n'a encore rien testé. Pourquoi en Russie, on a directement sanctionné 13 paquets de sanctions aujourd'hui, et Israël, on ne fait rien quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud? Là, il y a aussi un apartheid aujourd'hui en Palestine. Quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, on a mis en place toutes des campagnes de boycott, etc. Et grâce à ça, on a réussi à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui en Israël, toujours rien. Israël continue à massacrer le peuple palestinien, mais l'Occident, les États-Unis, l'Europe et la Belgique continuent à se tourner les pouces et à ne rien faire. Et nous, ce 2 poids 2 mesures, on ne le comprend pas, parce qu'aujourd'hui sur place, on est à plus de 40 000 morts. On a des milliers d'enfants qui sont tués parce qu'ils sont palestiniens. Et donc il est grand temps de mettre... de personnes qui sont menacées par la famine également, oui, c'est vrai. Bien sûr. Mais et pour revenir à votre question sur le Hamas, est-ce que le Hamas est terroriste? Nous, on veut bien avoir cette discussion, est-ce que le Hamas est terroriste ou pas, mais on veut aussi avoir la même discussion sur le gouvernement israélien, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le Hamas est une organisation terroriste parce qu'elle a tué des innocents israéliens, mais le gouvernement... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, la séquence actuelle a commencé par un pogrom, le 7 octobre dernier. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. La séquence actuelle n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait 75 ans, ça fait même 76 ans maintenant que le peuple palestinien vit sous les bombes israéliennes. Ça fait 76 ans que le peuple palestinien vit la colonisation et l'apartheid. Donc certains nous expliquent que ça fait... Mais quand les accords d'Oslo ont été signés, ceux qui ont tout foutu en l'air, c'est le Hamas en organisant des attentats dès le lendemain. Ok, mais on a en faisant exploser des bus. Oui, mais Israël, il y a eu 2004, il y a eu 2010, il y a eu 2014. L'ensemble des massacres qu'Israël a fait. Donc ça date pas du 7 octobre, ça fait 76 ans. Et la Nakba, où on est parti chasser des Palestiniens de leur village, de leur terre, etc. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas un droit du retour. Donc ça fait 76 ans que la situation est désastreuse sur place et on fait rien. Et aujourd'hui, donc je disais, aujourd'hui, on veut bien avoir le débat sur Hamas terroriste, oui ou non, mais on doit aussi avoir le même débat sur Israël qui a tué 30 fois plus, même 40 fois plus de Palestiniens sur les derniers mois. D'accord, mais... Et bien sûr, on condamne ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. On condamne ce qui s'est passé... Mais d'accord, mais qui œuvre en faveur du peuple palestinien? Parce que même les pays arabes autour, l'Égypte n'ouvre pas ses frontières à Rafah pour permettre justement aux réfugiés palestiniens de venir se mettre à l'abri. Mais c'est même une demande... En fait, l'Arabie saoudite, hypocritement, a mis fin à ses discussions avec Israël, mais va le reprendre très bientôt. Bien sûr, mais c'est pas parce que les pays arabes ne font pas le travail que nous, Européens, on doit se dire, ok, vu qu'eux ne le font pas, donc nous aussi, on va continuer à soutenir Israël. Nous, on pense que l'Europe et la Belgique, parce que j'incite bien la Belgique, parce qu'on nous dit souvent que la Belgique ne peut rien faire à seule. Oui, la Belgique peut agir. Aujourd'hui, il y a des armes qui transitent depuis la Belgique et ensuite qui sont envoyées en Israël pour tuer des Palestiniens. Aujourd'hui, on a des collaborations entre les universités francophones et les autres écoles francophones et des entreprises israéliennes qui participent directement à la guerre. On peut mettre fin à ces collaborations-là. Mais la Belgique aujourd'hui, que ce soit le gouvernement Vivaldi avec PS, Écolo et Maire du côté francophone ou les différents gouvernements régionaux, etc., ne font rien. Et ça, c'est lâche. Il y a quand même 3 pays européens qui viennent de reconnaître l'État palestinien. Mais ça, c'est vraiment positif. Mais même ça, en Belgique, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne. Donc ça, c'est positif. C'est un bon début. Mais même ça, en Belgique... Et les partis de gauche en Belgique étaient pour. C'est le MR qui a bloqué pour l'instant. Ils sont pour, et comme ils sont pour les sanctions, etc., mais il n'y a toujours rien. Et ça pose problème. Parce que c'est simple de dire qu'on est pour dans les gouvernements, mais une fois qu'on doit agir, on est contre. Je vais vous donner un exemple. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on a déposé un texte. On a travaillé ensemble avec PS Écolo sur le décret paysage. On aurait pu aussi travailler ensemble sur cette question-là. En fait, on a déposé un texte pour mettre fin aux collaborations entre les universités francophones et les entreprises qui participent à la colonisation en Israël. Et Maire a voté contre, mais ça on s'y attendait. Mais même PS Écolo ont voté contre. D'un côté, pendant la campagne politique, ils nous disent oui, soutien au peuple palestinien, Free Palestine, etc. Mais quand il faut agir, quand il faut prendre des décisions, quand il faut
prendre son courage politique, en fait, il n'y a plus personne. Et ça, cette différence entre les paroles et les actes, nous, on ne comprend pas, surtout que sur le terrain. Aujourd'hui, on a plus de 40 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre. Mais vous êtes en faveur d'une solution en 2 États, j'imagine. Nous, notre position à nous, c'est pas à nous, occidentaux, de dire c'est quoi la solution qui doit avoir lieu sur place. C'est même une forme de néocolonialisme. Nous, on est pour l'autodétermination des peuples. C'est au peuple palestinien et au peuple israélien de décider ce qu'ils veulent faire de la situation. C'est pas à nous de dire, OK, il faut 2 États, il faut un État, nanani. Non, c'est pas à nous de décider ça. C'est aux populations locales. L'autodétermination des peuples, super important pour nous. C'est à eux de décider ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Ukraine pour le moment ? En fait, on l'a condamné. De nouveau, il y a eu énormément de fake news contre nous, mais dès l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, on l'a condamné avec la plus grande des forces. Et dès le début, ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, si on veut régler le problème sur place, c'est pas en militarisant le conflit qu'on va réussir à y arriver, mais c'est en mettant en place des solutions politiques, en mettant en place des négociations. Et aujourd'hui, plus de 2 ans après l'attaque, en fait, on voit qu'on avait raison. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a envoyé des armes. Là, on parle même, j'ai entendu que M. Macron voulait même envoyer des troupes au sol. Mais en fait, on voit que la situation sur place est pire aujourd'hui. Donc nous, on se complète, c'est faire une grande conférence de paix, envoyer, négocier entre... Parce qu'aujourd'hui... ça fait rire Poutine, ça, cette idée-là. Aujourd'hui, pour faire la paix, pour arrêter la guerre, il faut se mettre d'accord avec son ennemi. Et donc, organisons une conférence de paix. Aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait. On a tout essayé. On a essayé en envoyant... L'ennemi a des objectifs qu'il a bien l'intention... OK. Entendons les objectifs des Russes, entendons les objectifs des Ukrainiens, mettons-les autour d'une table et négocions. On n'a pas encore fait ça. On a tout essayé. Il n'a pas envie de négocier, Poutine. Mais est-ce qu'on a essayé de... Macron, justement, au début. Macron, là, il a changé son fusil d'épaule. C'est le cas de le dire. Peut-être 2 jours, mais on a vraiment tout essayé. On a tout essayé. OK, Macron a peut-être essayé, mais on peut faire avec l'Union européenne, etc. Mais on a tout essayé. On a envoyé de l'argent, on a envoyé des armes. Et donc aujourd'hui, on va envoyer des troupes au sol. Mais donc toute la partie militaire, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, mais essayons sérieusement de négocier, de discuter pour essayer de trouver des solutions. Parce que ceux qui nous disent il faut envoyer des gens au sol, c'est pas eux qui vont aller se battre, c'est toujours les gens, la classe travailleuse, les agriculteurs, etc., qu'on va envoyer se faire massacrer. C'est pas eux ceux qui prennent les décisions d'envoyer les troupes, etc., qui vont aller se battre sur le champ de guerre. Aujourd'hui, la guerre, ça tue des gens. C'est peut-être bête à dire, mais aujourd'hui, la guerre, ça tue les gens. Ça a toujours tué des gens. Ça a toujours tué des gens. Et donc, il faut tout mettre en place pour arrêter la guerre. Et comment on peut arrêter la guerre ? En fait, il faut discuter, une solution politique. En imaginant que Poutine ait l'intention de reconstruire quelque part un empire soviétique, il n'a pas envie de discuter. Là, il veut mettre la main sur l'Ukraine, en tout cas une partie de l'Ukraine. Après ça, il a peut-être l'intention de s'en prendre aux Pays-Baltes ou à la Pologne. Dans vos discussions, il s'en fout. Est-ce qu'il y a une menace militaire de la part des Russes, selon vous, pour l'Europe ? Pour l'Occident. Ils nous méprisent, ils nous considèrent comme des dégénérés. Bien sûr. Nous, on n'a rien à voir avec Poutine. Poutine, c'est le représentant des oligarques, c'est un libéral de dingue. C'est tout ce qu'on combat dans la réalité. Nous, Poutine, on l'aime pas et on a déjà fait. Vous pouvez aller voir sur notre site tous les articles qu'on a écrits sur lui. Donc oui, il y a un risque de généralisation de la guerre, que ça s'étend à d'autres pays européens, mais c'est pour ça... Mais dans ce cas-là, il faut nous-mêmes nous renforcer militairement. Mais c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est que non, en fait, on ne doit pas se renforcer militairement, mais on doit renforcer notre parole politique. Il faut qu'on essaye vraiment, parce que ça, même peut-être si Macron a peut-être essayé aller 2 heures, mais en fait, dans les faits, on n'a vraiment pas essayé, on n'a pas entamé des discussions politiques, des négociations avec Poutine pour que la guerre s'arrête. Ça fait 2 ans qu'on essaie la tactique militaire, ça fait 2 ans, c'est un échec. Aujourd'hui, c'est un échec. Mais on a essayé, les discussions, les accords avec Hitler, les fameux accords de Munich. Oui, mais on a vu ce que ça a donné. Mais donc, je vais revenir sur ce que je disais. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment... Donc, vous parlez de généralisation du conflit. En fait, si on continue comme ça, on risque même une guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, donc au début, on envoyait de l'argent. Ensuite, on envoyait des armes. Là, certains parlent même de nucléaire, etc. En fait, la Russie a aussi une arme nucléaire. Si on commence à monter crescendo, en fait, on a véritablement un risque de guerre mondiale qui peut avoir en Europe. Et donc, nous, c'est cette vision-là de la militarisation du conflit avec laquelle on est contre, parce que c'est toujours les peuples qui en souffrent, c'est pas les dirigeants qui décident ça. Et donc oui, à une solution politique, à la discussion et à la négociation. Et ça, on n'a vraiment pas essayé.
D'accord. Bon, on va revenir à la Belgique. Avec ce que vous pensez de la politique énergétique actuelle, on a bien fait de renouveler le nucléaire, en tout cas 2 centrales, 2 réacteurs. En fait, la question du nucléaire, en fait, en 2003, on a décidé de sortir du nucléaire, donc ça a été voté 2003. Mais entre 2003 et aujourd'hui, c'est comme si on n'avait rien fait. L'ensemble des partis traditionnels ont voté ça, mais après, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu un plan de sortie du nucléaire. Et là, si, il y en a eu un, puis il y a eu l'épisode Poutine, justement. Oui, mais non, c'était un plan qui n'était pas applicable, qui n'était même pas appliqué. Et on arrive au moment où il fallait sortir du nucléaire et on se rend compte qu'en fait, on n'était pas prêt. Et donc, ce manque de préparation qui nous révolte. En 2003, donc ça nous laissait 20 ans, et pendant 20 ans, on a quasi rien fait. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, qui va en bénéficier, c'est privé, c'est Engie Electrabel. Et donc nous, par rapport à ça nous pose question ce manque de préparation. Okay. Et le réchauffement climatique, ça vous parle? Parce qu'on a beaucoup parlé pour l'instant d'économie, surtout, et le climat. Bien sûr, nous on est le parti du climat, même si écolo essaie de faire prendre écolo, on est écolo, non, on est vraiment... C'est vous le parti du climat? On est le parti du climat. Nous, on est pour l'environnement, on est pour l'écologie, mais ce qu'on dit juste, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, ça ne doit pas être une écologie punitive. On ne doit pas punir les travailleurs, on ne doit pas punir les jeunes, etc. En fait, on doit avoir une écologie positive. Par exemple, à Bruxelles, ce qu'on propose aujourd'hui, la logique du gouvernement bruxellois, donc grosso modo PS Écolo Défi, c'est quoi? C'est si tu rénoves pas, parce qu'aujourd'hui, une grosse partie des logements, c'est des passoires énergétiques. Donc, si tu rénoves pas tes logements, on va te mettre des amendes. Aujourd'hui, moi, j'ai un pote qui devait rénover son toit, c'est 30 000 €. Moi, je suis désolé, j'ai pas 30 000 €. Lui aussi n'a pas 30 000 €. Le gouvernement bruxellois qui dit, OK, écoute, paye les 30 000 € et ensuite on te donne une prime qui n'équivaut pas à 30 000 €. Et donc, en fait, les gens doivent déjà avancer cet argent-là, mais en fait, ils n'ont pas cet argent-là. Donc, nous, ce qu'on dit, notre vision de l'écologie positive, c'est quoi? C'est qu'en fait, on doit mettre en place une banque publique d'investissement qui avancera l'argent des travaux. Par exemple, s'il faut 30 000 €, on paye les 30 000, cette banque paye les 30 000 €. Et ensuite, cet argent sera remboursé grâce aux gains énergétiques sur la facture d'énergie. Comme ça permet de financer la rénovation du bâti à Bruxelles et par quartier. Et comme ça, on peut avancer contre les passoires énergétiques. Pareil par rapport au transport en commun gratuit. Aujourd'hui, on nous met des plans, les taxes kilométriques, Good Move, etc. pour empêcher les gens de prendre leur voiture, mais sans leur donner une alternative. Nous, on propose le transport en commun gratuit pour tout le monde. Comme ça, ceux qui peuvent se le permettre peuvent prendre le transport en commun, mais aussi investir dans la qualité du transport en commun. Je ne sais pas si l'un d'entre vous prend le 71, mais aujourd'hui, prendre le 71 le matin ou le soir, donc c'est la ligne qui fait de Brouckère, l'ULB, en fait, on est comme des sardines. Et donc, nous, on veut investir dans la qualité en augmentant l'offre de transport, mais aussi le transport la nuit. Quand on finit une soirée ou qu'on est chez des potes, etc. la nuit, et si t'as pas de voiture, c'est compliqué. Donc nous, on veut mettre aussi des transports la nuit, mais que tout cela soit gratuit pour permettre aux gens de passer de la voiture au transport. Et ça existe. En France, plus de 30 villes ont le transport en commun gratuit. Au Luxembourg, l'ensemble du pays, tous les transports en commun sont gratuits. Et on peut pas dire que le Grand-Duché du Luxembourg, c'est un pays communiste ou c'est un pays marxiste ou de gaucho. Donc ils ont rendu tout le transport en commun gratuit là-bas. Donc pourquoi ce qui est possible à Dunkerque, par exemple, au Luxembourg, ne le serait pas possible en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie? Je dis, vous êtes bruxellois? Je suis bruxellois. Voilà, donc vous parliez du quartier de l'ULB, effectivement, j'ai pris 71 et un certain temps. Bruxelles, ça devient un petit peu la jungle, non? En fait, sur la question de la sécurité, c'est un sujet super important. Aujourd'hui, on a la droite qui fait du populisme sur la question de la sécurité, qui pointe du doigt les gens des quartiers populaires. Mais aujourd'hui, la question de sécurité, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question d'humain avant tout. Donc nous, ce qu'on demande par rapport à la sécurité, c'est aujourd'hui, le plus gros problème, le plus gros fléau qu'on a à Bruxelles, c'est tout ce qui est vente de drogue, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est couper le robinet au niveau du port d'Anvers. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez... Et après, comment? Mais justement, j'y arrivais. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, à cause de la réforme, à cause du gouvernement MR-NVA, donc ceux qui nous parlent sécurité tout le temps, donc MR-NVA, en fait, on a définancé dans la police judiciaire et la douane, et aujourd'hui, la douane contrôle seulement 1% des conteneurs qui rentrent. Donc nous, ce qu'on demande, c'est augmenter le contrôle, augmenter le financement des douanes pour pouvoir engager plus de personnes, pour pouvoir contrôler beaucoup
beaucoup plus de douane, parce qu'aujourd'hui 1% des conteneurs qui rentrent, en fait on contrôle rien. Donc augmenter les douanes. 2, augmenter la police judiciaire. Donc ceux qui font la police fédérale judiciaire, ceux qui font les enquêtes, ceux qui vont pouvoir aller chercher les réseaux et monter tous les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, donc ok, on voit les vendeurs, donc ça c'est vraiment le bout du réseau, mais il y a aussi ceux qui sont à la tête des réseaux qu'il faut aussi trouver et arrêter. Donc investir dans la police fédérale judiciaire, lever le secret bancaire. Aujourd'hui, vous connaissez tous Al Capone. Comment on a arrêté Al Capone? C'est grâce à l'argent. Grâce à l'argent. On a réussi à remonter les filières par où l'argent passait, etc. Donc on veut lever le secret bancaire et enfin mettre en place une police de proximité. Moi je suis bruxellois, une police qui connaisse les quartiers bruxellois, les spécificités des quartiers bruxellois. Comme ça, les gens des quartiers auront confiance envers cette police parce qu'elle la connaît, elle la voit tous les jours. Il y a une présence policière sur le terrain. Les jeunes connaissent ces policiers. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, en fait, il y avait une police de proximité et la police venait jouer au foot avec nous. Et une fois à partir du moment où tu les connais, ça permet il y a un meilleur climat qui peut s'instaurer. On termine avec un questionnaire rapide. 1 minute, réponse courte. Vous avez droit à un seul joker. C'est parti. Une Europe communiste, c'est encore possible? Oui. Le parking à 5 € de l'heure dans certaines rues de Bruxelles et dans d'autres villes. Bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. La personnalité politique que vous voudriez envoyer dans l'espace pour vous en débarrasser? Boucher. Est-ce que la Belgique a son mot à dire face à Poutine? Oui. Une guerre mondiale dans les 25 prochaines années, c'est possible? J'espère pas. Si Donald Trump est réélu président des États-Unis le 5 novembre, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Mauvaise chose. Tu t'attends à ce qu'ils disent le contraire? On pose les mêmes questions à tout le monde, donc peut-être qu'il est parti de droite. Plutôt croissant ou pain au chocolat? Oufti. Pain au chocolat. Coucou au chocolat. Je suppose que pareil, Marine Le Pen en 2027, si elle est élue. Très mauvaise idée. La dernière fois que vous avez pris le métro? Pour arriver ici. Est-ce que vous gérez vous-même vos réseaux sociaux? Oui. Est-ce que vous avez un mot pour décrire les travaux au Carrefour Léonard? Une dinguerie. Votre artiste fun radio favori? Joker. Est-ce qu'on est bien avec un roi ou ce serait mieux un président? Il a pas beaucoup de pouvoir. Moi, je suis républicain, mais le roi actuel n'a pas beaucoup de pouvoir en Belgique, mais il gagne beaucoup d'argent quand même. Merci beaucoup. Souleyman El Mokadem. Fun Radio. Enjoy the music.